Arthur Keller, finalement, avec Alice Kanabat, on voit qu'on sort peut-être de la question du point de vue parce qu'on touche à certaines limites concernant l'environnement. Vous êtes spécialiste des limites et de la vulnérabilité des sociétés industrielles. Je vous décris comme ça vous va ? Ça me va très bien. Ouais. Alors, c'est très pompeux, mais ça me va bien. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en quoi ? Alors ça, c'était pas préparé, ça non plus. À la répète, on l'avait pas vu, celle-là. Ça consiste en agréger un nombre de données absolument considérable dans les sciences dures, dans les sciences de la nature, dans les sciences également humaines et sociales, pour arriver à faire émerger une compréhension qui est transsectorielle, qui est très interdisciplinaire, une compréhension de notre marge de manœuvre en tant qu'humanité. Après, on peut zoomer en tant que territoire, à différentes échelles. Voilà, essayer de comprendre un petit peu quelle est l'empreinte écologique qu'on a sur cette planète, quelle est la disponibilité de ressources, et les flux. C'est une question de flux plus qu'une question de stock. Les flux que l'on peut assurer pour nourrir et alimenter le monde dans lequel on vit. Quelle est la capacité de régénération de la planète derrière. Intégrer plein de données pour comprendre que, en fait, la plupart des visions d'avenir qui nous sont présentées aujourd'hui par nos élites se basent sur des postulats qui sont faux car elles n'intègrent pas ou à la marge seulement les limites. Ce sont des limites qui sont donc matérielles, énergétiques, ce sont des limites de ressources naturelles, ce sont des limites humaines aussi, et donc n'intègrent pas ces limites et que tout le monde dans lequel on vit, tout le macrosystème économique, toutes les infrastructures qu'on a construites ne sont durablement viables que dans un monde infini. Et nous avons vécu dans l'illusion d'un monde infini jusqu'à récemment, c'est-à-dire que cet impact que nous avions sur la planète et la consommation de ressources que l'on faisait était inférieur à ce que la Terre pouvait durablement nous donner ou régénérer. Et donc on pouvait croire qu'on était en monde infini. Mais aujourd'hui, on est dans un monde qui est en atteinte de limites, et les modèles, qu'ils soient macroéconomiques ou business, et un certain nombre de systèmes, de superstructures, enfin de macrostructures techniques sur lesquelles, dont nos vies dépendent, ne sont plus du tout adaptés à ce monde en atteinte de limites. Voilà. Est-ce qu'on a déjà des pistes pour savoir comment prendre un virage qui intègre cette vision avec les limites et non pas ces promesses fondées sur un monde infini ? Est-ce qu'on a déjà des possibilités d'organisation ou de réorienter certains choix Bon, alors déjà, ma présentation, là, elle était assez pompeuse, mais en plus, elle dit pas tout. Elle est belle, hein, moi j'aime bien, ingénieur prospectiviste. Oui, mais elle dit même pas tout. Voilà, il y a quelque chose que ça dit pas, c'est que je suis aussi un spécialiste des storytelling, de la manière de raconter des récits. Si je dis ça, c'est pas pour me la raconter, c'est parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme, au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect organisationnel, il y a une dimension récit à l'intérieur des low-tech. Je pense que les low-tech sont un paradigme de pensée novateur. Enfin, finalement, il n'est pas si novateur que ça, mais il est quand même complètement en rupture par rapport au monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est peut-être porteur d'un véritable récit qui pourrait faire concurrence au récit dominant. Le récit dominant qu'on a, évidemment, il est très techniciste, il est croissanciste, alors croissance verte, hein, bien sûr, mais malgré tout, c'est vers l'infini et au-delà. Et il est temps complètement de redescendre sur Terre. Il est temps de réaliser aujourd'hui que la plupart des visions qu'on a de l'avenir, qu'on entretient de l'avenir avec beaucoup de complaisance, j'ai envie de dire, avec de très belles images parfois, avec des concepts intéressants, avec des super technologies derrière. Je pense que la plupart de ces imaginaires de l'avenir sont archaïques, en réalité. Ce sont juste des remises à niveau, des remises à jour de vieilles idées qu'on avait déjà dans les années 30, quand ce n'est pas dès l'Antiquité pour certaines idées. Il y a une obsolescence totale de nos imaginaires du futur. Et je pense que également la transition, la grande transition entre guillemets, c'est-à-dire vers un monde qui ne se casserait pas la gueule, cette grande transition elle va se jouer sur le terrain des imaginaires. Donc aujourd'hui, on est dans des faisceaux d'extrapolation tendancielle. On essaie de voir, quand je dis on, je veux dire nos élites économiques, nos élites politiques nous présentent des projets, des programmes qui se basent sur des extrapolations tendancielles, technicistes. Donc on regarde les émergences, ça et là, dans les nouveaux usages, les émergences dans les technologies, bien sûr, et on se dit, ça va rendre ceci possible, cela possible, mais on occulte complaisamment tout ce qui nous emmerde, c'est-à-dire tout ce qui rend la chose impossible en réalité, et dont on parle finalement essentiellement... L'exemple de la voiture autonome que citait Philippe Biwix, avec les données associées, qui sont simplement pas tenables en termes de volume. Ouais, par exemple.
exemple. Mais il y a une incapacité totale de ces élites à penser la rupture, la disruption, la discontinuité, incapacité totale. Donc on va nous parler de big data, on va nous parler de nanotech, on va nous faire des grands projets inutiles, l'intelligence artificielle, tout ce qui est mythe de la géo-ingénierie ou le pire du pire du pire, certainement les transhumanismes, tout ça ce sont vraiment des mystiques en réalité, c'est presque des religions, hein. Et ce sont des religions qui, si on les poursuit, nous amènent à des dystopies, pour certaines totalement inhumaines. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Et il ne faut pas croire que, parce que les gens là-haut sont intelligents, la plupart le sont, ils auraient une lucidité particulière. La grande majorité d'entre eux sont comme n'importe quel être humain. On sait depuis longtemps dans la psychologie sociale que l'homme n'est pas un animal rationnel, c'est un animal rationalisant qui essaye de justifier ce qu'il fait en mettant à jour régulièrement sa pensée, ses modes de pensée. Ce n'est pas le contraire du tout. Il ne va pas comprendre le monde et en fonction de ce qu'il va comprendre, changer ses actes. Heureusement, certains le font, mais globalement, il y en a finalement assez peu qui travaillent comme ça. Et donc, on est parti. Il y a la force de l'imaginaire, mais c'est vrai que même sur toutes les visions futuristes qu'on a, elles n'attaqueraient pas du tout ces questions. Quand on a au cinéma les films de science-fiction qu'on a encore aujourd'hui, qui se sont d'ailleurs renforcés dans leur rythme, je pense aux séries Star Wars, on voit bien que l'énergie n'est pas le sujet. Ça c'est sûr. Et justement, Star Wars, c'est une bonne perche pour dire redescendons sur Terre. Voilà. C'est vraiment le moment de redescendre sur Terre. Ce n'est pas nous avilir, ce n'est pas se diminuer que de redescendre sur Terre. C'est au contraire, je pense que c'est nous élever quelque part, moralement, éthiquement, et intellectuellement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que voilà, nos visions de l'avenir, elles sont vraiment obsolescentes ou obsolètes. Et il est temps, quelque part, on parle beaucoup d'obsolescence programmée, à juste titre, ou déjà pas toujours, mais en tout cas, il est temps de déprogrammer nos propres obsolescences. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment noyé, on nage dans des idéologies du futur qui sont hors sol. Alors moi, ce que je pense qui est incroyable avec Elotech, c'est que ça permet de faire émerger, quand on en discute, ça permet de faire émerger une nouvelle cartographie des contraintes, une nouvelle cartographie des limites, et que c'est en comprenant les nouvelles contraintes que l'on peut développer des nouvelles créativités. La créativité s'exprime toujours mieux sous contrainte. Et donc, derrière... Ça, c'est démontré. Par exemple, l'ADEME qui travaille beaucoup sur les conceptions, on a des témoignages nombreux d'entreprises qui, étant sous contrainte d'éco-concevoir, ont innové. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une contrainte supplémentaire, mais ça crée de l'innovation et une innovation très riche. C'est la contrainte qui permet d'innover, contrairement à ce qu'on pourrait penser éventuellement intuitivement. Mais c'est toujours le cas. Et aujourd'hui, il est temps effectivement de sortir d'une forme d'hubris, une forme d'amour inconditionnel pour tout ce qui est démesuré, et de rentrer dans... En fait, cette obsession de la démesure, faudrait arriver à la démonter peut-être même avec des publicitaires. Il faudrait démontrer à quel point c'est puéril et juste ridicule. Ça manque de sagesse, c'est hors sol, ça manque de lucidité et d'humilité, c'est risible en réalité. Donc il est temps, j'ai de redescendre sur Terre et de repenser pour ça. Et du coup, je reviens vers la question qui t'avait été posée, Alice, de repenser l'innovation complètement, de repenser ce que c'est que l'innovation, de repenser peut-être le mot. Comment on atterrit avec tout ça? Parce que ça, c'est vrai que c'est les grandes idées intéressantes, oui. Mais comment on atterrit sur des objets technologiques qui sont plus en conformité avec les ressources qu'on a à disposition, avec l'énergie qu'on a à disposition? Comment on décline ensuite dans la réalité cette idée qu'il faut peut-être arrêter d'aller vers le toujours plus, mais d'aller peut-être vers du mieux adapté ou du plus réaliste? Oui, alors c'est pas qu'une question d'objet, hein. C'est une notion, enfin, le low-tech ou les low-tech, c'est une notion qui est bien plus générale que simplement la conception ou la production d'objets et un cahier des charges qui ne concernerait que des objets. Ça va également toucher les processus ou les procédés de fabrication, ça va toucher peut-être les modes d'organisation et de gouvernance. C'est quelque chose de plus large que simplement des objets. Néanmoins, effectivement, l'idée des low-tech, c'est de réintégrer les contraintes et les limites dont on parlait tout à l'heure à l'intérieur du cahier des charges. Des cahiers des charges de l'innovation, excuse-moi pour le gros mot, mais en tout cas à l'intérieur de ces cahiers des charges pour faire évoluer effectivement. Donc ça veut dire quoi ? Économie de ressources, économie d'énergie. Ça veut dire que l'idée, c'est quand même que lorsqu'on produit des nouvelles choses, que ce soit des services ou des biens, on se pose la question sur toute une analyse de cycle de vie, de toutes les externalités que ça peut avoir, de tous les impacts que ça peut avoir sur l'environnement, des impacts sociaux ou humains, des impacts éventuellement éthiques, donc à voir jusqu'où on va. En tout cas, se poser vraiment la question de l'impact du bout en bout, c'est-à-dire de la fabrication, même de l'extraction des matériaux qu'il a fallu extraire pour fabriquer jusqu'à la fin de vie.
Et que du coup, à l'intérieur du cahier des charges, je dis il faut réintégrer ces notions de réutilisabilité, de modularité, de recyclabilité, d'interopérabilité, de robustesse. Voilà. Et également, une notion qui est extrêmement forte, dont on parle assez peu, pourtant elle n'est pas nouvelle, c'est la notion d'hétéronomie versus autonomie. C'est-à-dire, aujourd'hui, les technologies, tu connais, j'imagine vachement bien ça, toi aussi, que ce soit Illich, Ivan Illich ou André Gorz en parlaient déjà de ces notions-là. Il y a certaines technologies, c'est la plupart de celles dont on dépend aujourd'hui, qui sont hétéronomes, c'est-à-dire qui dépendent d'un macro-système technique, de structures extrêmement complexes, d'expertise très spécifique pour pouvoir fonctionner. Si aujourd'hui le smartphone qui est là se casse, tu ne peux pas le réparer toi-même. Et donc ça implique que derrière, il y ait cette structure et cette machinerie industrielle et des compétences, etc. Alors qu'il vaudrait mieux aujourd'hui aller vers des techniques qui sont plus autonomes, c'est-à-dire maîtrisables localement et durablement. Voilà. Alors, juste, je voulais dire une chose sur l'importance... Avant d'entendre Alice Canabat, peut-être en réaction. Oui, vas-y, Alice. Non, mais allez-y, terminez, Arthur. Je n'en ai pas pour longtemps. Aujourd'hui, l'innovation est essentiellement axée sur, d'une part, la création de nouveaux besoins dont on n'a pas vraiment besoin, d'autre part, la performance, toujours plus rapide, toujours plus léger, toujours plus ceci, cela. Et on ne travaille pas sur l'utilité, ça on n'a pas une véritable réflexion sur est-ce que c'est utile ou pas déjà, la plupart du temps, c'est juste plus. Et on n'a pas non plus une réflexion, ou en tout cas vraiment trop à la marge, sur l'accessibilité de ces nouvelles technologies. C'est-à-dire, on se la raconte beaucoup en disant on fait de la super innovation. En réalité, il y a encore plusieurs milliards de personnes sur Terre qui ne bénéficient pas des innovations dont nous, ici en France, on bénéficie depuis des décennies et qui sont quand même assez essentielles. Il y a eu des bonnes choses, il y a des bons progrès. Aujourd'hui, on n'a même pas encore réussi à faire en sorte que ce soit accessible à tous. Donc, il faudrait déjà aussi travailler là-dessus avant de faire de la micro-sophistication incrémentale chez nous. On a plein de nouveaux critères, comme je disais, à se poser, à intégrer au cahier des charges, mais il faut aussi se poser une question systémique. C'est là que je rejoins le thème général de cette série de tables rondes, la systémique. C'est-à-dire quand on crée quelque chose de nouveau, quand on innove, il faut se poser toujours la question, est-ce que ça va rajouter de la complexité au système ? Combien de nouvelles interdépendances ça rajoute dans le système ? Et il faut se mettre dans le crâne une chose, là pour ceux qui ne l'ont pas lu, je renvoie vers Joseph Tainter notamment, il faut se mettre en tête une chose, toute augmentation de la complexité dans le système n'est pas durable. Si tu rajoutes de la complexité, même si c'est pour résoudre un problème, au mieux tu résoudras ton problème, mais la pression va se déplacer ailleurs dans le système. Voilà. Il faut décomplexifier le monde. C'est pas forcément un retour en arrière, c'est juste faire les choses différemment. Mais il faut décomplexifier ce système, sinon les effets induits sont en cascade. Et ce que l'on fait, c'est qu'on est obligé d'optimiser, de suroptimiser. Et l'optimisation, c'est le contraire de la résilience. C'est-à-dire on se vulnérabilise en faisant comme ça. On se met à la portée d'un certain nombre de dysfonctionnements qui peuvent avoir des conséquences en cascade absolument terribles, que ce soit du cyberterrorisme, que ce soit un blackout, que ce soit, va savoir quoi, une tempête solaire même, ça peut arriver. C'est pas que de la science-fiction. Bon, bref, voilà. Et donc pour terminer, je dirais que, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, il y a des questions à reposer. Et d'ailleurs, Philippe, tu disais le pourquoi, le quoi, le comment. C'est vrai qu'on est super fort, nous humains, pour se poser la question du comment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé qu'il y avait un problème à résoudre ou un truc qu'on voulait faire, on va généralement être pas trop mauvais pour trouver des moyens d'y arriver. Mais on se pose quasiment jamais la question du pourquoi. Pourquoi on fait les choses ? Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la backstop technology de William Nordhaus. Imaginons demain, effectivement, on trouve cette énergie qui est gratuite, qui est propre, infinie. Formidable. En plus, imaginons, c'est le cas le meilleur, c'est-à-dire qu'elle est déployable au niveau industriel en un claquement de doigts, tout le monde là, c'est formidable. C'est une catastrophe absolue. Si un truc pareil se produit, c'est une catastrophe absolue. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre cette énergie au service d'une société qui, si on la schématise sous forme de flux, n'est qu'un flux qui transforme des ressources en déchets. On extrait des ressources, on les transforme avec de l'énergie, on les consomme, et en aval, on se retrouve avec des déchets, des pollutions. Bon, plus d'énergie, accélération de ce flux, destruction totale. Tant qu'on n'aura pas posé les questions
la question de fond qui est pourquoi on veut faire les choses. C'est une question à se poser collectivement. Aujourd'hui, il n'y a aucune instance, aucune institution qui a pour objectif de se poser cette question. Je termine la phrase. Tant qu'on ne l'aura pas posée, on ne fera qu'accélérer ce flux. Et donc, la transition énergétique, par exemple, c'est même un leurre, j'ai envie de dire, si on n'a pas revu le logiciel de cette société. Merci beaucoup, Arthur Keller.